dans l'histoire de la littérature, il y a quelques noms qui évoquent immédiatement à ceux qui l'entendent une image, une idée, un principe, une vie. C'est le cas par exemple de Molière. Ce que ça peut évoquer, c'est la langue de Molière, le théâtre, l'esprit de troupe, la mort aussi, tragique, sur scène. On peut parler aussi également de Shakespeare, une œuvre énorme. Ça peut évoquer la poésie, l'humour, la noirceur, le théâtre tout simplement, mais aussi l'énigme, puisqu'on ne sait pas si Shakespeare a écrit l'ensemble de ses pièces ou non. Victor Hugo, bien entendu, sa rapport à la poésie, son rapport aux femmes, sa fille Léopoldine qui est morte. Et parmi tous ces noms qui évoquent immédiatement et systématiquement une image, une idée, le nom d'Arthur Rimbaud évoque également sans doute quelque chose. Et l'image qui caractérise le plus Arthur Rimbaud, c'est sans doute l'image de l'étoile filante. Alors pourquoi l'étoile filante? Pour deux raisons principales. D'abord parce que sa carrière fut extrêmement brève, mais l'impact qu'il a eu est énorme sur le monde de la poésie, un peu comme une étoile filante qui arrive extrêmement rapidement, très brièvement, de façon très fugace dans le ciel, mais qui laisse un impact immense pour ceux qui ont eu la chance de le voir, pour ceux qui ont eu la chance de l'observer. Et je voudrais, ici dans cet épisode, parler un tout petit peu de ce que c'est que la poésie pour Arthur Rimbaud et comment est-ce qu'il a justement fait en sorte de amener la littérature française à un autre niveau et ajouter sa pierre à l'édifice littéraire français. Arthur Rimbaud est né en 1854, il est mort en 1891 à l'âge de 37 ans. Et ça implique que Arthur Rimbaud est le fils de deux mouvements littéraires principaux. Il est le fils du romantisme et de l'idéalisme, ou plutôt du Parnasse. Et je voudrais parler de ces deux mouvements et de leurs caractéristiques et montrer comment Rimbaud va prendre certaines de ces caractéristiques, mais il va en rejeter beaucoup. Il va en prendre certaines et il va créer son propre style littéraire. Alors, c'est quoi le principe du romantisme? Alors, le romantisme, le principe, c'est un peu l'idéalisme. L'idéalisme, c'est qu'on va avoir un monde, une idée du monde, et on va essayer de faire en sorte soit de se transformer au monde, soit de refuser le monde qui n'est pas comme on le voudrait. Un peu comme tout le mouvement romantique qui a essayé en politique de changer les choses, mais qui n'a jamais vraiment réussi. Le Rimbaud, c'est pas l'objectif de changer le monde, d'être idéaliste. Le but, c'est peut-être plutôt d'explorer les aspects sombres de l'existence, les réalités brutales de la vie. Chez les romantiques, il y a aussi l'idée qu'on va exprimer ses émotions, on va vraiment prendre le temps d'écouter son cœur. Alfred de Musset disait « Ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». Et on va explorer la passion, la mélancolie, la nostalgie, la révolte. Et Rimbaud va mettre un peu de côté cette expression primaire ou primitive des émotions. Pour les romantiques également, la nature est une source d'inspiration. Elle occupe une place centrale dans la poésie romantique. On la voit comme un lieu de beauté, de mystère, de transcendance, un lieu vraiment d'inspiration, de création. Et Rimbaud va rejeter aussi également ça. Le romantisme aussi s'intéresse à l'individualisme. Il faut essayer de chercher la poète dans sa singularité. Et il pensait que chaque artiste avait une voix unique et devait exprimer ses propres émotions, sa vision du monde dans ses œuvres. Et Rimbaud n'est pas forcément contre l'idéalisme, mais c'est pas forcément quelque chose qui lui tient à cœur. Enfin, il y a cette idée de la quête de l'idéal. On est attiré par l'inconnu, le mystérieux, le surnaturel, le sublime. Et Rimbaud va mettre un peu de côté cette quête de l'idéal pour se concentrer justement sur les réalités un peu brutes de la vie. Par contre, ce que Rimbaud va garder du romantisme, ce qu'il va garder, c'est l'idée du génie créateur. Les romantiques croyaient beaucoup au concept de génie créateur, c'est-à-dire que le poète, c'était un être exceptionnel, doté de capacités supérieures, qui permettait de créer des œuvres d'art uniques et intemporelles. Ça, c'est une conception qui s'oppose assez aux poètes dans l'Antiquité. Le poète dans l'Antiquité, c'était pas du tout un créateur, c'est pas quelqu'un qui faisait quelque chose de nouveau. C'est juste quelqu'un qui complétait une tradition, quelqu'un qui enrichissait une tradition. Horace dit bien que voilà, il fait ses poèmes, mais c'est parce que Homère l'a inspiré et il fait simplement dans la continuité de ce qu'a fait Homère. Et justement, Rimbaud va essayer de pousser cette idée de génie créateur, on va voir comment. Les romantiques aussi ont favorisé la liberté d'expression, rejeté les règles de la poésie classique,
Et on voulait utiliser de nouvelles formes poétiques, de nouveaux rythmes, des structures variées, et ça, Rimbaud va se plonger à corps et âme dedans. La révolte contre l'autorité, les romantiques euh, étaient contre l'autorité établie, les conventions sociales, et la poésie c'était un moyen de critiquer la société, de contester les normes, d'exprimer leur désir de liberté, de changement, c'est ce que Rimbaud va faire également. Enfin, il va y avoir l'évocation des souvenirs et des rêves, la poésie romantique cherche à évoquer les souvenirs, les rêves, les émotions infoues dans l'inconscient, et Rimbaud va se plonger également, corps et âme, dans cette tendance. Enfin, il y a un deuxième mouvement, c'est le mouvement du Parnasse, dont Rimbaud est l'héritier, et qui va essayer vraiment de remettre en cause ce mouvement principalement. Alors les caractéristiques du Parnasse, je l'ai dit brièvement comme pour le romantisme. D'abord, l'objectivité et le détachement. Le but des Parnasses, c'était vraiment de créer une poésie objective, détachée des émotions, de l'expression lyrique, privilégier la raison et la réflexion plutôt que l'expression des sentiments. Donc le Parnasse vient en rejet précisément au romantisme, et Rimbaud va faire peut-être un peu une synthèse entre les deux. Il va pas forcément exprimer les émotions pour les émotions, mais il va pas non plus rejeter la subjectivité. Il va pas rejeter l'expression du moi, l'expression du soi. Et il va explorer ce moi, il va explorer ce soi. Parnasse aussi adopté le principe de l'art pour l'art, qui signifie que la poésie devait être une œuvre d'art autonome, indépendant de toute finalité utilitaire ou morale. Le but c'était simplement de faire de la beauté pour la beauté. Et Rimbaud va rejeter un peu cette idée de faire la beauté pour la beauté. Pour lui, la poésie est aussi là pour critiquer, pour apporter quelque chose socialement, pour apporter un point de vue politique. Les Parnasses adoraient, en conséquence du fait qu'ils adoraient l'art pour l'art, la recherche de la perfection formelle. On cherchait à faire des sonnets parfaits, des odes parfaits, des ballades parfaites, on respectait parfaitement les règles de la poésie classique, et Rimbaud, bien sûr, va essayer de remettre en cause tout cela. De plus, les Parnasses respectent les traditions littéraires, et ils veulent s'inspirer des auteurs classiques et établir des liens avec la tradition poétique, ce que Rimbaud veut essayer, justement, lui, de rompre. Les poètes parnassiens aussi étaient très intéressés, très pointilleux sur le style littéraire, ils avaient une grande importance sur le choix des mots, un langage précis, soigné, évocateur, ce que Rimbaud d'une certaine manière va garder avec son propre style, mais pas simplement un style qui va faire beau pour faire beau, un style qui se veut plus incisif, plus percutant. Ça va être quoi l'apport de Rimbaud en poésie? L'apport de Rimbaud en poésie, d'abord, 3 points principaux. D'abord, 1, la recherche de l'absolu. Rimbaud rejette l'idée d'une poésie esthétique ou divertissante, ou qui serait que l'un ou que l'autre, simplement belle ou simplement divertissante. Ce qu'il veut, lui, c'est atteindre l'absolu, c'est-à-dire exprimer des vérités fondamentales, quoi qu'il en coûte. Que cela soit pour parler d'optimisme, de choses belles, mais aussi de choses et de côtés plus sombres du réel. Le but, c'est d'avoir un peu des deux. Pas seulement de l'esthétique, pas seulement du divertissement, mais savoir faire rire, mais tout en ayant un principe, une valeur universelle à transmettre derrière. Un langage poétique renouvelé, deuxième apport de Rimbaud. Donc on va essayer de faire un nouveau langage poétique. On va utiliser de nouveaux mots, des associations inattendues, des images saisissantes, créer des effets poétiques originaux. Enfin, l'expression des émotions et des expériences profondes. Le but, c'est de privilégier l'expérience profonde, les tourments de l'âme. Donc on va aussi explorer le lyrisme, le soi, mais on va aussi explorer pas simplement les émotions, mais aussi la quête de sens, la quête de la rationalité, l'exploration de soi, de son identité, de sa valeur, de sa révolte. Le grand apport de Rimbaud, la grande thèse de Rimbaud sur la poésie, c'est une thèse qui traite du poète. En fait, c'est le sens d'un poète. C'est quoi qu'être un poète? Et pour Rimbaud, le poète doit se faire voyant. C'est la grande phrase de Rimbaud. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée que le poète doit se faire voyant? Le poète doit se faire voyant, c'est-à-dire qu'il doit chercher et décrire l'inconnu par-delà les perceptions humaines usuelles, quitte à sacrifier sa propre intégrité mentale ou physique. L'idée, en réalité, c'est de faire en sorte de aller au-delà de la réalité qui nous est donnée, aller au-delà de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser, et transmettre cet au-delà. Un peu comme le prophète transmet le message divin auquel les individus n'ont pas accès. Le poète, c'est le voyant, c'est-à-dire celui qui voit à travers, celui qui voit les correspondances entre les choses, celui qui voit un autre monde et est capable de restituer cet autre monde. Et cet autre monde, c'est quoi? C'est le monde littéraire, c'est le monde de la poésie, c'est le monde des sonorités, c'est le monde des jeux, c'est le monde de l'harmonie poétique. Être un voyant, pour Rimbaud, implique percevoir l'invisible, percevoir des réalités invisibles, cachées, des aspects de l'existence qui ne sont pas immédiatement visibles à l'œil nu,
avoir des intuitions sur la nature de la réalité, de la spiritualité, de l'âme humaine. Deuxièmement, c'est avoir une conscience supérieure. C'est justement pour percevoir l'invisible, et cela ne peut se faire que parce qu'on a une capacité, une faculté psychique, psychologique, physiologique, qui permet justement de transcender les limites de la perception ordinaire et d'explorer les dimensions plus profondes de la réalité. Troisièmement, il s'agit d'exprimer l'inexprimable. Le poète est celui qui est capable d'exprimer des vérités et des émotions qui sont difficiles à traduire en mots ordinaires. Il s'agit aussi de voir au-delà des contradictions. Le poète peut voir des contradictions apparentes et les concilier dans une vision unifiée du monde. Il peut voir la beauté dans la douleur, l'harmonie dans le chaos et la transcendance dans l'ordinaire. Le poète, enfin, peut explorer la profondeur de l'âme, les désirs, les tourments, les passions, les mystères qui résident en chacun de nous, et révéler, tout ça, révéler les vérités cachées, les aspects ignorés ou refoulés de la réalité, par la société ou par les individus. Alors concrètement, comment Rimbaud fait cela? Comment est-ce qu'il, dans sa poésie, utilise son principe et comment est-ce qu'il le met en pratique? Cette idée que le poète doit se faire un voyant. D'abord par l'usage d'images et de symboles forts. Exemple dans le poème Ma Bohème. Je suis le maître des marionnettes, mon fil est subtil, en l'air je danse, on me suit. Je suis le maître des marionnettes, mon fil est subtil, en l'air je danse, on me suit. Donc ici Rimbaud utilise l'image du marionnettiste pour exprimer son désir de liberté, son aspiration à guider sa vie selon sa propre volonté. Et la marionnette, c'est un symbole de la condition humaine, contrainte par des fils invisibles, mais où le poète affirme qu'il est maître de ses mouvements, et il est capable justement de ne pas se laisser atteindre, se laisser porter, se laisser convaincre par la réalité qui est en face de lui, et c'est lui, au contraire, qui va tirer les ficelles. Parce que justement, il a un fil qui est subtil. Et en l'air, il danse. Ce qui signifie qu'il n'est pas simplement là pour respirer, mais il est capable de aller au-delà, d'être dans la maîtrise de cet air, d'être dans la maîtrise de cette atmosphère, dans la maîtrise de l'espace. Maîtrise qui fait qu'il crée un mouvement derrière lui. C'est pour ça qu'il dit « on me suit ». Expérimenter avec le langage, exemple dans Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Dans ces vers, Rimbaud joue avec les sonorités, les rythmes, crée une harmonie qui imite le bruissement de l'herbe sous les pas du poète. Et la fluidité du langage évoque la sensation d'harmonie avec la nature, renforçant ainsi l'expérience sensorielle évoquée par le poème, un peu comme quelqu'un qui marcherait dans la nature et puis il marcherait sans forcément sentir quoi que ce soit par rapport à la nature. Et Rimbaud lui met en avant l'idée qu'il peut y avoir une connexion entre l'être humain et la nature, une connexion qu'on voit, qu'on sent, qu'on ressent. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Tantôt il est picoté par les blés, donc il reçoit des éléments de la nature, mais en même temps, il est capable d'avancer et de continuer malgré elle, fouler l'herbe nue, donc c'est lui qui avance malgré tout. Il y a aussi un voyage intérieur et un voyage intellectuel, exemple dans Mauvais sang. J'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. On a vraiment une expérience émotionnelle intense. Une expérience où on ressent la beauté comme quelque chose d'amer, quelque chose qui nous donne un sentiment de rejet. Un peu comme quand quelque chose est trop beau, trop parfait, trop immaculé, on est presque dégoûté de cette immaculation, de cette beauté, parce que parfois ce sont au contraire les imperfections qui nous séduisent. Et c'est paradoxal parce que le poète, c'est peut-être la personne qui cherche le plus possible, qui cherche avec ardeur, avec véhémence, cette beauté dans ses vers. Et justement, Rimbaud dit « J'ai assis la beauté sur mes genoux, je l'ai regardée en face, et je l'ai trouvée amère, je l'ai injuriée. » C'est-à-dire que je suis capable d'aller au-delà d'elle, de ce que on attend de moi, de ce que les formes classiques disent, de ce que les poètes ont dit avant moi, qu'il faut faire comme ça, il faut faire des sonnets si on veut faire de la poésie. Eh bien non, je refuse de faire ça, je refuse de suivre la beauté, je peux l'injurier, je peux être irrévérencieux avec cette beauté et en créer une nouvelle, en faire une nouvelle forme par moi-même. Rimbaud va essayer de mettre en scène des expériences sensorielles pour nous montrer en quoi le poète voit des choses qu'on ne voit pas. Exemple dans Ma Bohème, des liserons choisis
par les marais, avec des rémouleurs et les fleurs et les paniers d'œufs. Teigne la rivière, je partirai. Steamers à roues, chanteurs à gorge, vous aurez pour revoir vos étoiles filantes. Des liserons choisis par les marais, avec des rémouleurs et les fleurs et les paniers d'œufs. Teigne la rivière, je partirai. Steamers à roues, chanteurs à gorge, vous aurez pour revoir vos étoiles filantes. Une scène riche en couleurs, en sensations. Les marais, les fleurs qui teignent la rivière. On a des images visuelles et olfactives qui transportent le lecteur vers un univers poétique. Le poète est capable de juxtaposer des idées opposées, de faire des liens entre eux. Des choses qu'on ne ferait pas logiquement, qu'on ne ferait pas spontanément. Exemple dans Mauvais sang. J'ai compris toutes les énigmes, j'ai résolu tous les problèmes, aussi bien que tous les turlupinaires, et je me suis fait religieux. J'ai compris toutes les énigmes, j'ai résolu tous les problèmes, aussi bien que les turlupinaires, et je me suis fait religieux. Il expose et juxtapose ici la résolution d'énigmes, de problèmes avec le fait de se faire religieux, créant ainsi une tension entre la spiritualité et la raison. Et cette contradiction, en fait, souligne et reflète l'ambiguïté de la quête du poète pour donner un sens à l'existence. Tantôt, le poète est capable d'avoir des réponses absolues, des réponses surtout, des certitudes, mais il a aussi également besoin d'avoir une autorité, quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui est au-delà de lui. Parce que quand il dit « je me suis fait religieux », c'est-à-dire avoir un principe transcendant, avoir un principe qui l'éclaire, qui lui montre qui il est, au fond de lui-même. Même si il prétend avoir toutes les réponses, il faut quand même l'aval d'une autorité supérieure. Autorité qui, pourtant, il rejette. Et c'est pourquoi il prétend avoir compris toutes les énigmes et résolu tous les problèmes, parce que finalement, cette autorité, il n'en a pas besoin, mais il la reconnaît quand même. On a aussi des changements de ton, des changements d'humeur dans un poème, par exemple le buffet. Jeune femme, douleur d'amour, agonie et vision, ô misère. Et puis viennent les rages, mais les bœufs et les moutons et les veaux. Tout près de vous, les oiseaux, les champs. Le poème change brusquement de ton, passant d'une description sombre des douleurs d'amour à une évocation lumineuse de la nature. Le changement de ton crée un contraste saisissant entre les souffrances humaines et la beauté de la nature, exprimant ainsi la dualité de la vie. Enfin, le poète est là pour voir des choses difficilement visibles comme la spiritualité, le mysticisme, exemple dans Les poètes de 7 ans. Enfants, c'est pour vous que je chante. Ils ont de belles fêtes, les poètes de 7 ans. De leurs doigts fins, ils bercent l'univers, de leurs yeux, ils tirent des lumières nouvelles. Les poètes de 7 ans. Enfants, c'est pour vous que je chante. Ils ont de belles fêtes. Enfants, c'est pour vous que je chante. Ils ont de belles têtes, les poètes de 7 ans. De leurs doigts fins, ils bercent l'univers. De leurs yeux, ils tirent des lumières nouvelles. Rimbaud évoque ici le mystère de la création poétique chez les enfants, et il attribue aux poètes de 7 ans des pouvoirs magiques, capables de bercer l'univers, de tirer des lumières nouvelles de leurs yeux. Et ça, c'est un peu le pouvoir des enfants que Rimbaud remet ici en lumière, parce que les enfants, ils sont capables de poser des questions, de parler de réalités qu'on voit tous les jours, qu'on comprend sous un certain aspect, sous un certain angle, mais eux, finalement, le voient complètement autrement, parce qu'ils ont encore des yeux d'enfant, où ils n'ont pas encore été limités, ils n'ont pas encore été appris, ils n'ont pas encore été apprenants, ce qui fait qu'ils peuvent tirer de leurs yeux des lumières nouvelles. Je vais résumer l'apport de Rimbaud à la littérature en 3 idées, avec des exemples. D'abord, Rimbaud révolutionne la poésie française en expérimentant avec le langage et en brisant les règles traditionnelles de la versification. Exemple dans Mouvement. Le rêve est une prison d'air, l'air est un dôme immense et lisse. Ici, on voit que les vers n'ont pas toujours 12 syllabes et que leur longueur varie. Et cette approche non conventionnelle de la versification contribue à la musicalité et à l'effet évocateur du poème. Le rêve est une prison d'air, l'air est un dôme immense et lisse. Un peu comme le rêve de faire quelque chose de parfait qui serait une prison. Et l'air, au contraire, c'est un dôme immense et lisse, c'est-à-dire que c'est un espace autour de nous sur lequel on peut s'appuyer, mais qu'on peut aussi briser, qu'on peut aller au-delà. Il est également principal précurseur du symbolisme, un mouvement littéraire qui privilégie l'évocation des sentiments et des émotions plutôt que la description directe. L'idée du symbolisme, c'est toujours d'avoir une réalité et de pouvoir la traduire en autre chose. C'est-à-dire qu'on a un mot, et en fait, ce mot signifie autre chose, évoque quelque chose d'autre. C'est ça le sens du symbole, c'est de connecter deux images, deux mots, deux concepts. Et la poésie, c'est précisément ça, c'est précisément jouer sur la connexion entre deux mots. Dans Sensation,
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Dans ses vers, Rimbaud utilise le symbole de la couleur bleue pour évoquer le sentiment d'évasion, de rêverie, typique du symbolisme. Le soir bleu d'été devient ainsi le lieu d'une expérience intérieure, suscitant des émotions, des évocations poétiques, plutôt que de décrire directement la scène. Et le bleu, c'est une couleur qui est toujours liée à la spiritualité, à l'au-delà. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Tantôt je suis en train de regarder, de m'extasier dans le ciel, tantôt il y a des choses concrètes qui m'arrivent. Et Rimbaud utilise ce symbole de la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est précisément être connecté à l'au-delà, tout en étant ici, et partager ce qui se passe ici. Parce que si on est que dans l'au-delà, on ne peut pas être ici. Et si on est que ici, on ne peut pas avoir accès à l'au-delà. Enfin, les poèmes de Rimbaud sont caractérisés par une musicalité, une rythmique, une richesse d'images sensorielles. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie, et c'est le seul espoir qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. L'œuvre d'Arthur Rimbaud a évidemment influencé toute la poésie du XXe siècle. De nombreux auteurs s'en sont réclamés. Alfred Jarry, Antonin Artaud, Roger Vitrac, René Char, et surtout les surréalistes, qui justement se sont engouffrés dans cette brèche de l'exploration du moi. Mais là où Rimbaud est encore avec certaines règles du Parnasse qu'il veut quand même suivre, eh bien les surréalistes vont briser toutes les règles de composition, d'histoire, d'historicité, de rythme, de symbole, de sonorité, et vont vraiment simplement écrire quelque chose, sans forcément chercher à ce que cette chose, à ce que ce poème, à ce que ces vers répondent à quelconque forme, à quelconque règle. Ce que Rimbaud fait encore au XIXe siècle, c'est pour ça qu'il ouvre une brèche dans son exploration du moi, du soi, des ruptures avec les conventions poétiques. C'est dans cette brèche que Rimbaud s'engouffre. Et c'est dans cette brèche que les surréalistes vont, eux aussi, puiser leur inspiration. Un dernier mot sur Arthur Rimbaud. Il a commencé à écrire ses poèmes à l'âge de 16 ans et à l'âge de 20 ans, il renonce subitement à la littérature. Il n'a publié qu'un seul ouvrage à compte d'auteur. À compte d'auteur, ça veut dire que c'est lui-même qui a payé pour publier son ouvrage. Et le dernier ouvrage, c'était Une saison en enfer. Et en plus, ensuite, il se consacre à l'apprentissage de plusieurs langues, puis il décide de vivre une vie aventureuse avec des pérégrinations qui l'emmènent jusqu'en Abyssinie. L'Abyssinie, c'est l'Éthiopie. Et il tente d'armer le général Ménélique. Et son unique trafic d'armes n'a qu'une incidence politique symbolique, puisqu'il n'a pas du tout réussi à l'armer. Et il revient chez lui, revient chez sa mère et termine probablement sa vie, ses jours chez elle. Et il termine sa vie avec quelques correspondances. La précocité de son génie, sa carrière littéraire fulgurante, sa vie brève, aventureuse, contribue à forger sa légende et faire de lui un des grands géants de la littérature mondiale. Un héritage peut-être plus prosaïque mais très concret de Rimbaud, c'est qu'aujourd'hui, un bar qui s'appelle le Pâteau Ivre, du nom d'un poème de Rimbaud, un de ses plus connus, le Pâteau Ivre, qui commence comme ça. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Et si vous récitez dans ce bar le Bateau Ivre, le poème Le Bateau Ivre en entier, sachant qu'il fait plusieurs strophes, qui est très très long, eh bien vous avez une pinte gratuite. La vie de Rimbaud montre que être, écrire, créer, n'est pas seulement réservé à des individus, n'est pas seulement réservé à un âge, mais peut se révéler en chacun d'entre nous, puisque le poète est un voyant, mais il voit et il aide à voir, d'abord et avant tout pour les lecteurs. Et même si Arthur Rimbaud quitte sa carrière littéraire et devient explorateur, devient négociant de quincaillerie, de bazar, de vêtements, de café, c'est d'abord parce qu'il s'est consacré à la poésie qu'il a pu ensuite expérimenter la vie.